anga ta foli be aw bela jani sali some kuma kambar nya fe Lamine Guima Masin kuna ambe foli bla ka. Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Aujourd'hui, nous entamons le dernier virage de l'année 2021 puisque nous entamons le dernier mois de l'année 2021. Nous sommes le 1er décembre et c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. En ce jour, nous vous invitons encore à plus de prudence. Prenez grand soin de vous pour que nous puissions passer justement l'année 2021 à l'année 2022 en bonne santé surtout. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Vous le savez, chaque mercredi, vous avez droit à votre chronique Question de droit. Aujourd'hui, nous parlons des voies de recours, l'appel et l'opposition, notamment avec Maître Abdourahim Sawadgo, membre de Juristes sans frontières. Nos invités du jour sont de la santé. Ils ont été formés donc comme agents de santé à titre privé et nous parlons donc des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui pour justement faire des concours d'intégration au niveau de la fonction publique. Ce n'est plus possible pour eux. Nous recevrons pour vous M. Mamadou Kaboré, chargé du plaidoyer du Comité national d'organisation des agents de santé à titre privé. Également M. Eric Rwamba, chargé de la communication de la même structure. Ils seront là sur ce plateau pour nous expliquer les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui pour pouvoir donc se trouver du travail dans la fonction publique. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de bien vous installer. Nous partons tout de suite et maintenant au niveau de la colline mariale de Yagma. Depuis lundi, nous vous parlons de la colline mariale de Yagma, très connue pour ses pèlerinages. Vous le savez, à l'Assomption, très souvent, il y a des fidèles chrétiens qui organisent leur pèlerinage au niveau de la colline mariale de Yagma. Il y a des gens, bien sûr, aussi qui organisent des prières quotidiennes, du moins, au niveau de cette colline mariale. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le témoignage d'un homme religieux, d'un homme d'église. Il s'agit notamment donc de M. Ouedraogo, qui est sacristain à l'église Saint-Pierre de Goumet. Il nous parle justement de l'importance d'effectuer un pèlerinage. Puisque nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous avons ceux qui sont proches de lui, avec lesquels nous pouvons nous approcher de lui, nous pouvons lui parler, nous pouvons lui demander des grâces. Et Yagma est un centre marial, donc dédié à Marie. Or, Marie, c'est la médiatrice de toutes les grâces. C'est par elle que tout le monde, y compris les autres qui ne sont pas de confession catholique, reçoivent les grâces. Et donc le sanctuaire de Yagma représente donc pour tous les fidèles en principe le lien entre Dieu et l'humain, puisque Marie est une personne humaine comme nous, sauf que Dieu l'a élevée au-dessus de tout le monde. C'est le 25e anniversaire du pèlerinage. Quand le pèlerinage éveille la foi, ça éveille la foi. Vous êtes attiré par quelque chose. C'est quelque chose, vous dites, bon, par quelque chose, c'est trop dire. Disons, vous êtes attiré par Dieu, et c'est cette personne qui peut vous approcher de Dieu là, c'est Marie. Donc, le pèlerinage vous donne la foi, vous éveille la foi, et vous fait que vous vous engagez plus, vous vous engagez davantage dans la chrétienté. Voilà. Donc, ça augmente la foi. Dieu, il est humble. Dieu, si vous priez dans le trou, sur l'arbre, n'importe où, si vous priez avec conviction, avec le cœur, avec foi, Dieu exaucera vos prières. Vous allez à Yagma, c'est très bien. Si vous restez chez vous, parce que vous n'avez pas les moyens d'aller à Yagma, vous pouvez vous prier, Dieu vous exaucera. Ça, il n'y a pas. Mais dire que je ne vais pas à Yagma parce que là, ça ne va pas.
Quand l'Église décide de quelque chose, il faut suivre l'Église. L'Église sait ce qu'elle fait, donc il faut suivre. Maintenant, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les moyens physiques, moraux, économiques, etc., on reste chez soi et il n'y a pas de problème pour recevoir les grâces. C'est au-delà de tout atteindre, au-delà de nos imaginations. Ne regarde pas, voilà, c'est moi, c'est l'autre. Non, non, non. Il nous a tous fait comme ça. Vous avez une grosse tête. Dieu vous aime comme ça. C'est l'autre qui dit, ah, vous avez une grosse tête, ça c'est son problème. Dieu vous aime avec votre grosse tête. Donc, Dieu vous aime, c'est lui qui vous a fait comme ça. Il vous aime comme ça. Dieu est partout. S'il vous a guéri à Yamoussoukro, il peut vous guérir à Yarama. Donc, je ne dis pas de ne pas aller à Yamoussoukro, de ne pas aller à Lourdes, de ne pas aller à Lisieux, mais il nous manque la foi. Nous pensons que Dieu est là-bas. Tu dois savoir que Dieu est partout. Même dans le sable, là, Dieu est partout. Mais nous n'avons pas de foi. Donc, nous prenons Yarama comme... Mais il y a des miracles qui se réalisent à Yarama qui ne se réalisent pas de l'autre côté. Donc, Dieu fait ce qu'il veut partout. Que ce soit chez nous, à Yarama, ou ailleurs, dans les pays européens, etc. Dieu est là. Voilà ce que je peux dire de ceux qui vont là, qui dépendent beaucoup d'argent. Ah, je n'ai pas dit de... Bon, c'est du tourisme aussi, en plus. Ça fait beaucoup de connaissances. Mais si c'est Dieu là, ah, il est partout. Si tu as donné là-bas, il peut te donner ici. Donc, ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Les gens parlent, quand ils prient, ils disent qu'ils reçoivent des messages. Moi, le premier message que j'ai reçu, je faisais le chemin de croix autour de la colline. À la troisième station, c'est la station qui suit après le podium, en allant vers la basilique. En allant vers la basilique, la station que vous verrez, c'est la troisième station. Donc un dimanche, puisque moi je vais là-bas le dimanche, je fais seul mon chemin de croix, mon rosaire. Arrivé à la station numéro 3, une voix venant au nord-est m'a dit « Récite le Notre Père ». Ça m'a tiqué. J'ai entendu, j'étais seul. Mais je me suis arrêté. Comment ça? Depuis que j'ai pris là, je récite le Notre Père. Bon, il est vrai que c'est la seule fois, puis les dizaines d'autres là, c'est le Je vous salue, mais je cite quand même le Notre Père. J'ai dit, je n'ai rien compris. Donc, je suis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, j'ai dit, bon, comme j'ai dit que c'est comme ça, donc, j'ai commencé à réciter le Notre Père avant de continuer. Ça, c'est ce que le message vraiment que j'ai reçu, que je peux, en tout cas, qui est clair et net. La voix, elle venait de là, elle m'a parlé. J'étais un peu inquiet, enfin, pas inquiet, mais bon, surpris. Surpris. Donc, ce qui veut dire que le Notre Père, c'est après mon analyse. Le Notre Père, c'est une prière. Donc, moi, je recommande à tous les fidèles, où qu'ils sont, quand vous marchez, quand vous êtes assis, c'est-à-dire, récitez le Notre Père, le Je vous salue, gloire au Père, jusqu'à ce que vous soyez arrivé chez vous. Parce que le Notre Père, personne ne me l'a dit, c'est une voix qui m'a dit. Et je sais que la voix vient du ciel, parce que c'est dans le centre marial que j'ai reçu au cours donc du rosaire que je récitais. Donc le Notre Père est très important, c'est une prière très importante. Et moi je recommande donc, comme je répète, à tous les fidèles de réciter en permanence le Notre Père. Et je vous salue, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. It's Mix Master Ghazi. Yo. What's been? Shay on the beat. Uya bazite izamviri ukachana. Uya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Uya bazite izamviri ukachana. Uya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Dunia diatina,
izan swedina, izan swedjayo. Awoka mukure sekoda mukereyo. Sawanyana mola saba choraba. Oya bazite izan viri, o kachana. Oya bazite izan viri, o kachana. Kachana, kachana, o kachana. Kachana, kachana na kachana. Oya bazite izan viri, o kachana. Oya bazite izan viri, o kachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. I love you every day. This love is real, no China. Akuma Yehudi. This love is real, no China. My love for you is on T.O.P. and no one ever S.T.O.P. Even if you know K.J.O.B., you will still be my MVP. My love for you is on T.O.P. and no one ever S.T.O.P. Even if you know K.J.O.B., you will still be my MVP. Hold on, I am a dead. Oh, I am a fair. Men know I drink now, you're pet. But I'm for the yeah, to take. Oya bazite izan viri, o kachana. Oya bazite izan viri, o kachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Oya bazite izan viri, o kachana. Oya bazite izan viri, o kachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. The most wanted mix. Nous poursuivons avec cette émission et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous sommes avec Adèle Saint-Poré que nous retrouvons juste après ça. Elle est bien installée sur le plateau de Bonjour le Faso. Bonjour Adèle. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est le journal Le Quotidien qui nous accueille pour découvrir l'information traitée dans la presse écrite. Eh bien, Le Quotidien affiche à sa une Opération Gondalgo 4, zone 2, une trentaine de terroristes neutralisés, du matériel roulant et des armes saisies dans les forêts du sud-ouest et des cascades. Le bilan complet à lire dans le contenu. Manifestation à Ouaga et à Bobo, le CFRI de l'Union africaine pour les enseignants, la Burkinabé, Egadouende Ouedraogo, honoré. Bobo Dioulasso, l'immeuble Wobogo parti en fumée. C'est ce que nous propose le quotidien. Nous sommes à présent avec l'observateur Palga, le doyen des journaux privés au Burkina Faso. Remise rapport Drame Dinata, Vade Mekum pour le chef suprême des armées. Opération Gondalgo, Burkina, Ghana, Togo, 5 bases terroristes détruites, 300 suspects arrêtés. Prochain remaniement, si j'étais rock. Prix du pain, aucune augmentation n'est envisagée selon Aruna Kabore, ministre en charge du commerce. Le ministre de la Défense à la gendarmerie, salut militaire du général Saint-Poré. Voyons ce dont parle le pays. Eh bien, à la une de ce canard, on lit ceci. Opération Gondalgo en zone frontalière. 5 bases terroristes détruites et plus de 300 suspects interpellés. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le ministre de la Défense remonte le moral des Pandores. Conférence plutôt internationale pour le financement du PN2S 2. Le report peut être mis à profit pour continuer les échanges avec nos partenaires selon Lassane Kabore, ministre en charge de l'économie et des finances. Mystère psychique, la sorcellerie. Procès de l'assassinat de Thomas Sankara,
On voulait me forcer à raconter partout que Sankara voulait tuer ses camarades. C'est le témoignage de Fidel Towe qui était à la barre. Et puis dans la rubrique Révélation, report éventuel du congrès du CDP, le bureau politique tranchera vendredi. Et dans la même rubrique, augmentation du prix du pain, les précisions de la Fédération des boulangers du Burkina. Marche du 27 novembre 2021, le CEFOP dénonce la répression des manifestants. Région de gendarmerie nationale de jeunes officiers promus. À lire également dans les colonnes du journal Le Pays, les pronostics PMBB du jour. Et puis dans la rubrique Actu Foot, Trophée Yacine, Edouard Mendy, le coup de gueule de Beyi. Nous sommes à présent avec aujourd'hui au Faso, lutte contre le terrorisme. Gondalgou 4 nettoie la zone frontalière Burkina, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana. Report de la table ronde des bailleurs de fonds du PNDS 2 à Bruxelles. Le grand argentier rassure que l'impact sera minime. Drame d'Inata, le rapport d'enquête entre les mains de Roch. On attend la suite. Journée mondiale de lutte contre le sida. En Afrique, le Covid-19 ne doit pas faire oublier l'autre pandémie. D'augmenter le prix du pain. Burkina Faso, des transporteurs apprécient la rouverture des frontières. Voyons à présent la une du journal Le Curieux d'Afrique, un bimensuel panafricain d'information générale, d'enquête et de révélation paraissant au Burkina Faso. Eh bien, pour ce numéro 93, Le Curieux d'Afrique s'intéresse à plusieurs sujets. Boniface Seydou Kaboré, sergent à la retraite, c'est nous qui sommes allés arrêter Thomas Sankara le 17 mai 1983 à son domicile. Son témoignage à lire. CHU de Bogdogo, l'agent escroc identifié, l'affaire au commissariat de Ouaga 2000, le directeur général de l'hôpital entre le marteau et l'enclume. Tout ça à lire à la page 4. Elle tue son mari et hérite de ses biens 5 ans après le décès brutal de D.O. Voilà que des révélations fracassantes sur sa mort secouent la famille. Une histoire rocambolesque à lire dans Le Curieux d'Afrique. Maintien de la paix en Centrafrique, un contingent burkinabé bientôt à Bangui. El Hadj Rasmane Ouedraogo, lauréat prix Padev, la mendicité est rare à Kigali. Et puis dans l'édito, Roch, l'armée et le destin du Faso. Voici ce que nous proposent les journaux ce mercredi. Merci bien Adèle. Retour sur quelques sujets d'actualité. Et pour commencer, nous parlons donc de ce rapport de l'enquête d'Inata, un rapport qui a été remis au président du Faso. Oui, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu donc le rapport de l'enquête de l'attaque survenue à Inata, attaque qui a fait une 50aine de victimes. Et le rapport de l'enquête administrative a été remis par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le général Aimé Barthélemy Simporé, qui a remis des mains propres le rapport au chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Il faut dire que le contenu de ce rapport n'a pas été dévoilé au public. Le contenu reste encore secret. On ne sait pas ce qu'il y a comme révélation dans ce rapport. On ne sait pas donc les résultats auxquels sont parvenus les enquêteurs. Mais une chose est sûre, Roch Marc Christian Kaboré a promis de prendre connaissance du contenu du rapport et de prendre toutes les conséquences qui seront donc qui vont découler de ce rapport. Et bien comme il l'a promis dans son discours le 25 novembre dernier, il a promis des sanctions. Il a dit dans son discours que toutes les personnes qui seront concernées par cette affaire d'Inata seront simplement et purement punies, seront sanctionnées. Et donc, il l'a dit encore hier, il va prendre connaissance du contenu et éventuellement sortir les sanctions qu'il faut. Comme je l'ai dit, on ne connaît pas encore le contenu du rapport. On espère que d'ici là, on aura de plus amples informations sur ce qui s'est passé à Inata, qui n'a pas fait son travail, pourquoi les soldats sont morts affamés,
pourquoi le signal donné n'a pas été donné, il n'y a pas eu de suite au signal d'alerte donné par les combattants au front. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le ravitaillement ne vienne pas à temps? Voilà autant de questionnements que se posent encore les Burkinabés, et on espère que toutes les réponses là sont dans le rapport remis à Roch-Marc Christian Kaboré. Et comme je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, les résultats, c'est bien de connaître les résultats, mais c'est encore mieux d'appliquer les sanctions qu'il faut pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Donc, on attend de voir la suite. On attend de voir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Peut-être qu'à la fin du Conseil des ministres, oui, on aura quand même des réponses concernant ce rapport, ou le contenu surtout de ce rapport, de l'attaque du matin. On espère en tout cas que le ministre en charge de la sécurité pourra donner encore plus d'informations sur ce rapport concernant Inata. Alors, deuxième actualité, nous parlons du bilan de l'opération Goundalgou. Aimé Barthélémy Sempore, le ministre en charge de la sécurité, était hier face à la presse. Il a fait donc le point de l'opération Goundalgou 4 qui s'est menée dans plusieurs zones du Burkina Faso. Une opération menée conjointement avec plusieurs pays amis du Burkina Faso, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo. Eh bien, c'est une opération qui fait suite à un mini-sommet des chefs d'État tenu à Accra. Un mini-sommet au cours duquel les chefs d'État ont décidé de mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et c'est donc les résultats de cette initiative-là qu'on voit aujourd'hui. Après Goundalgou 1, 2 et 3, c'est maintenant les résultats de l'opération Goundalgou 4 qu'on voit maintenant. Et le ministre Barthélémy Sempore a donné le bilan hier. Il a fait cas de matériel saisi. Il a parlé de plusieurs bases terroristes neutralisées, des personnes interpellées. Il y a eu même des personnes qui ont été tuées, mais le ministre a indiqué que ces personnes tuées-là ont trouvé la mort lors d'un affrontement avec les forces de défense et de sécurité. Voilà, parce que des journalistes ont posé la question sur des exécutions sommaires. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'exécution sommaire donc au cours de l'opération Goundalgou? Et le ministre a dit que tous ceux qui sont décédés, c'était lors d'un échange de tirs avec les forces armées. Donc des personnes ont été tuées, des personnes ont été interpellées. Il y a eu des suspects qui sont actuellement entre les mains des forces de défense et de sécurité. On parle de 300 suspects. On parle aussi de plusieurs véhicules saisis, des motos, de l'armement, des munitions qui ont été donc saisis par les hommes du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana. Donc c'est le bilan présenté. Il faut dire que au Burkina Faso, l'opération a touché précisément les zones du sud-ouest, des Cascades et toute la zone qui est présentée comme infestée par des groupes armés. Et le ministre Barthélémy Sempore a dit hier que il y a plusieurs groupes qui attaquent ces pays cités, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il y a aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il y a aussi des groupes qui sont affiliés à l'État islamique qui attaquent également ces pays cités, et sans oublier Boko Haram qui attaque toujours ces pays cités. Mais il faut dire que l'opération a eu de bons fruits selon le bilan présenté hier par le ministre, et il espère que ça pourra en tout cas impacter la lutte contre le terrorisme. Alors, hier, il a expliqué que plusieurs pays aussi ont rejoint l'opération, ont rejoint l'initiative, notamment le Bénin, le Mali, le Niger, qui après le mini-sommet tenu à Accra, ont décidé aussi de se joindre à la lutte, parce que tous ces pays-là aussi ne sont pas épargnés par les attaques terroristes. Et donc les chefs d'État ont vu que c'était nécessaire qu'ils mutualisent leurs forces, qu'ils mutualisent leurs efforts pour venir à bout du terrorisme. Et donc après la première opération, la deuxième, la troisième, c'est la quatrième, et c'est pas exclu que d'autres opérations soient menées encore conjointement avec les hommes de ces pays pour venir à bout du terrorisme.
Troisième actualité, nous sommes le 1er décembre et comme annoncé, nous parlons bien sûr de cette réouverture des frontières terrestres et ferroviaires. Une réouverture des frontières terrestres et ferroviaires effective depuis minuit. Depuis donc ce 1er décembre à minuit, les frontières terrestres et ferroviaires sont rouvertes et donc le trafic peut reprendre donc sur la route, sur les rails, au grand bonheur des voyageurs. Disons que c'est une décision du Conseil des ministres en sa séance du 17 novembre 2021 qui a décidé, bien sûr, sur demande de plusieurs institutions, de plusieurs organisations de la société civile, mais sur rapport du ministère de la Santé, le gouvernement qui décide de rouvrir les frontières terrestres et ferroviaires. Mais c'est une rouverture qui est soumise à des conditions parce que pour avoir accès au territoire burkinabé et puis bien sûr pour sortir du territoire burkinabé, il y a un certain nombre de conditions qu'il faudrait respecter pour toute personne qui a au moins 11 ans. C'est ce que dit le décret de rouverture. Et quelles sont ces conditions? C'est bien évidemment le pass vaccinal. Il faut être à jour de la vaccination contre le Covid-19, il faut avoir son carnet de vaccination à jour et il faut bien sûr que le vaccin soit fait selon les règles édictées. Il faut également remplir la condition du test PCR contre le Covid-19. Donc, il faut au préalable faire le test en respectant les jours d'incubation donnés, donc notamment 14 jours. Si vous avez fait votre vaccin, vous respectez les délais requis avant maintenant de pouvoir quitter le territoire burkinabé. Si vous avez aussi fait le test Covid-19, il ne faut pas qu'il soit de plus de 5 jours. C'est ce que dit le décret. Donc, si vous aviez fait votre test il y a plusieurs jours, vous êtes obligé de reprendre encore le test en restant dans les délais requis. Donc, il y a le test, il y a la vaccination aussi qu'il faut remplir. Il y a que tout ça doit être fait par une structure sanitaire reconnue par les autorités. Et puis, si vous devez aussi quitter le Burkina Faso, vous devriez vous soumettre aux conditions sanitaires émises par le pays d'accueil. Donc, vous voulez aller dans un autre pays, il faudrait respecter les conditions sanitaires édictées par ce pays. Et le décret rappelle aussi que les conditions pour les voyages aériens sont toujours en vigueur, notamment les conditions hygiéniques pour les vols sont toujours en vigueur. Et donc, le gouvernement invite tous ceux qui voudraient quitter le Burkina ou tous ceux qui voudraient rentrer à respecter scrupuleusement les mesures barrières en vue de lutter efficacement contre le Covid-19. Donc, on va dire que c'est un ouf de soulagement pour tous les acteurs de la chaîne qui attendaient depuis maintenant pratiquement, on va dire 2 ans, parce que les frontières sont fermées depuis mars 2020 et une rouverture qui intervient ce 1er décembre 2021. Donc, c'est plusieurs mois d'attente et cette rouverture-là sonne en tout cas comme un ouf de soulagement pour tout le monde, on va dire. En tout cas, mais c'est comme tu l'as dit, c'est surtout veiller scrupuleusement au contrôle pour qu'on puisse justement maîtriser encore plus tout à fait. La maladie à coronavirus, surtout qu'on parle aujourd'hui de variantes encore dans d'autres pays d'Europe, c'est de faire attention. Exactement. Et j'ai suivi un reportage sur des cas de délivrance de carnet, non, disons d'attestation de vaccination. Le pass vaccinal. Oui, le pass vaccinal. Ça veut dire qu'il y a des agents de santé qui fraudent et qui délivrent en fait des passes vaccinaux. Donc, malheureusement. Voilà. C'est dommage. À des personnes qui n'ont pas en fait fait le vaccin. Donc je trouve que c'est dommage et c'est surtout aussi le lieu encore d'interpeller, d'être rigoureux au niveau des contrôles pour que ça ne passe pas. On se rappelle encore que le ministre de la Santé, le professeur Chalmaï Ouedraogo, avait fait une descente dans les lieux qui sont destinés, donc les lieux qui abritent, les sites qui abritent donc les équipes pour la vaccination et les tests Covid-19. Et là aussi, des révélations avaient été sorties, notamment des agents de santé, comme vous l'avez dit, qui fournissent des documents aux voyageurs sans pour autant avoir fait le vaccin. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire le vaccin.
jusqu'à présent et pour se conformer aux règles édictées, ils font une sorte de, on va dire, de corruption aux agents de santé pour avoir le document en question pour pouvoir voyager. Et donc, le ministre avait interpellé les agents de santé, interpeller également les citoyens qui s'adonnent à ces actes parce que on n'en sait jamais. C'est une manière aussi de propager la maladie. Parce que si vous n'avez pas fait le test et que vous avez votre passe vaccinal à jour et que vous revenez avec le virus, on ne sait pas combien de personnes vous allez contaminer avec les cas contacts. Donc, c'est vraiment interpeller les citoyens, les agents de santé à plus de responsabilités. Alors, pour terminer, nous parlons de cette note-là. On nous parlait hier de probable augmentation du prix du pain. Il se pourrait qu'il n'y a pas d'augmentation du tout. Après, donc, on va dire... les tirs groupés des citoyens hier, la fédération est revenue à de meilleurs sentiments, je vais le dire ainsi, parce qu'il y a eu une première déclaration de la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie. Une déclaration signée par la secrétaire qui disait que les acteurs font face à plusieurs difficultés, notamment l'augmentation du prix de la tonne de farine qui passe de 350 à 420 000 francs CFA. Et donc, une augmentation qui ne se limite pas seulement au Burkina Faso, une augmentation qui est liée à la flambée des prix, résultat de la pandémie du Covid-19. Et donc, au-delà de l'augmentation du prix de la tonne de farine, il y a une concurrence déloyale au sein même des acteurs que dénonce la fédération. Une concurrence déloyale menée par un des leurs et il dénonce cela. Et comme conséquence, la fédération avait annoncé une probable augmentation du prix du pain qui risque de passer de 150 francs à 200 francs CFA la baguette. Et après, au cours de la soirée hier, dans l'après-midi, la fédération est revenue avec une autre déclaration informant qu'en réalité, elle n'a pas l'intention d'augmenter le prix du pain. Parce que dans la première déclaration, la fédération avait dit que si rien n'est fait, d'ici la mi-décembre, le prix du pain risque de connaître une augmentation, donc passer de 150 à 200 francs CFA. Mais dans la deuxième déclaration, la fédération dit qu'elle n'a pas l'intention d'augmenter de façon unilatérale le prix du pain et que c'était juste pour attirer l'attention du gouvernement pour que les autorités prennent les mesures nécessaires pour éviter cette augmentation. Et hier, on a vu aussi une déclaration du ministère du Commerce qui dit que la fédération à elle seule n'a pas le droit d'augmenter le prix du pain parce qu'il y a un cadre de concertation qui réunit plusieurs acteurs, une rencontre tripartite. On se rappelle en 2017, le prix du pain avait connu une augmentation, le prix qui est passé de 125 à 150 francs CFA. Et donc, selon Aruna Kaboré, il ne peut pas avoir d'augmentation au-delà de ce cadre de concertation qui regroupe le gouvernement, les acteurs de production du pain et puis, bien sûr, la Ligue des consommateurs. Donc, au-delà de ce cadre de concertation-là, il ne peut pas avoir d'augmentation de prix du pain. Et il a rappelé dans la déclaration, dans le communiqué du ministère, que le pain fait partie donc des produits, des biens et services qui sont soumis à une certaine réglementation de prix. Et donc, pour le moment, il n'y a pas d'augmentation du prix du pain. C'est la principale information. Donc, on attendra certainement que des discussions auront lieu avec tous les acteurs pour voir dans quelles conditions. Et le ministre a reconnu effectivement qu'il y a augmentation des prix de certaines denrées, notamment les matières premières. Et donc, ça peut aussi être une conséquence. Mais il rassure que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'augmentation et les prix du pain restent tels, 150 francs CFA la baguette. Merci bien Adèle. Reste avec nous, nous t'invitons à faire quelques villes d'affaires avec nous pour découvrir les couleurs du temps. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. C'est qui le boss? C'est qui le baba? 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 C'est qui le baba? Mes mélodies parlent aux parents et aux enfants. Je suis hors de votre temps sur les accords de ma guitare. Quand je pense à Georges de Gandaro, j'apprends les espérances de Rosina Wedo. Fils d'Andem, je cours sur les traces de mon histoire. Je traverse le temps, je traverse le temps. Si j'accroche à l'amour de l'humanité, mon âme ne fait pas dans la génération. C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le baba? Je suis le fils du soleil et du vent, et quand mon cœur est dans la tourmente, ma vie et mon avenir, je le confie au ciel. Je ne suis pas dans une arène de combat, ma mission est une colonne de paix. S'il m'arrive de pleurer en solo, je vais garder le sourire pour l'essentiel. Cherchez pas à stopper mon chemin, mon appel à toute la génération. C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le baba? When malaga me paksama, masam nekena yo. Mon saïd va bon vous de flamme, vous la fond. Mouya kalou abriye, luna kien salada, kina kasing masai, kena meti kena nakalada. C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le Vous le savez, chaque jour à l'émission Bonjour le Faso, vous avez droit à votre chronique invité du jour. Aujourd'hui, nous parlons avec des agents de santé formés à titre privé. Nous les retrouvons après ça. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous Monsieur Mamadou Kaboré. Il est le chargé du plaidoyer du Comité national des agents de santé à titre privé. Bonjour à vous et bienvenue, Monsieur Kaboré. Bonjour Madame Ntiema, merci. Également sur ce plateau, Monsieur Eric Rwamba, chargé de la communication du même comité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Ntiema. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Nous vous recevons pour que vous nous parlez justement des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, notamment des difficultés liées à l'intégration à la fonction publique. Mais avant, parlons un peu de vous-même. Vous avez reçu des formations au niveau donc du domaine de la santé, mais individuellement, spécifiquement, quelles sont les branches de formation que vous avez suivies? Monsieur Kaboré, par exemple. Ok, merci beaucoup Madame Ntiema. Donc, moi j'ai fait ma formation de 2017 à 2020 et à l'École nationale de santé publique, surtout privée surtout, voilà, et sciences nouvelles à Wayugia. Donc j'ai fait la formation IDE, infirmier diplômé d'État. D'accord, IDE. Nous allons vous demander d'augmenter plus la voix pour que ma voix ne vous domine pas. Alors, Monsieur Wamba, vous, qu'est-ce que vous avez
reçu comme formation? Ok, comme Monsieur Kaboré aussi, moi je suis... Parlez un peu fort. Je dis comme Monsieur Kaboré, je suis un infirmier diplômé d'État, issu de la formation de 2017-2020. C'est la même promotion, tout à fait. La même école? Et moi, je fais ma formation à l'école privée de santé Signoguin. Signoguin. Oui. Alors, nous allons maintenant parler de ce décret présidentiel en date d'avril 2021 qui est en cours. Et ce décret ne vous arrange pas du tout. Est-ce qu'on peut avoir le contenu de ce décret? Ok, merci beaucoup Madame Nitiema. Et en réalité, c'est un décret présidentiel numéro 2021 à la 308 signé le 27 avril 2021. Et il faut dire que dans ce décret, il n'y a pas une mesure transitoire pour nous en tant que les infirmiers diplômés d'État, en tant que les sages-femmes d'État, maïticiens d'État. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous avons essayé de nous organiser pour se faire entendre et espérer une solution. Parce que je dis qu'il n'y a pas une mesure transitoire. Il y a ce décret qui dit maintenant qu'il faut passer de IDE ou encore de sage-femme d'État à infirmier tout court ou encore à sage-femme maïticien tout court. Voilà. Et ceux qui sont déjà intégrés dans la fonction publique, il y a une mesure transitoire pour ces personnes. Donc ces personnes peuvent bénéficier d'un concours professionnel pour passer avoir le diplôme infirmier ou encore avoir le diplôme sage-femme. Mais nous qui avons été formés, nous n'avons pas cette chance de pouvoir avoir ce diplôme infirmier ou bien sage-femme tout court. Voilà. Donc c'est pourquoi nous, on s'est organisés pour vraiment savoir pourquoi est-ce que nous, on n'a pas ce droit. Alors, Monsieur Rwamba, en termes simples, ça veut dire que vous qui avez reçu et qui avez suivi vos formations à titre privé, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire le concours d'intégration. Oui, bon, je vous remercie, Madame Nitiema. Tout à fait, comme le dit mon prédécesseur, c'est dit que le décret ne prend pas en compte les formés à titre privé que nous sommes. Les formés à titre privé, ça regroupe 4 branches, à savoir les garçons et filles de salle, les AIS, les UDE, les sages-femmes et maïticiens d'État qui sont recrutés pour leur formation de 3 ans et 2 ans pour les AIS avec leur niveau de la classe de terminale ou de 3e. À l'issue de leur formation, c'est sanctionné par un diplôme qui les permettait de prendre part au concours. Mais ce décret vient mettre tout ça en l'eau. Ça ne nous permet plus d'avoir espoir à prendre part à au dit concours. Aujourd'hui, vous vous êtes formé à titre privé et aujourd'hui vous dites qu'avec ce décret vous ne pouvez plus faire le concours d'intégration. On se demande maintenant qu'est-ce que vous allez devenir, qu'est-ce que vous allez faire de votre formation, quelle est l'option qui s'offre à vous? Tout à fait, parce que pour préciser, il y a un arrêté ministériel du 29 octobre, signé bien sûr par le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale. Quand ils ont lancé le concours d'intégration, il est bien précisé en bas que les infirmiers diplômés d'État, les sages-femmes d'État ne peuvent plus prendre part à ce concours. Parce qu'ils ont voulu recruter ceux qui vont sortir cette année avec le diplôme infirmier sage-femme, qui jusqu'à présent ne sont même pas encore sortis. Alors comme vous le dites, nous, on ne peut plus avoir accès au concours que l'État organise. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous pensons que si toutefois il y a la possibilité même de travailler dans les privés, c'est encore une chance pour nous. Mais à l'allure où vont les choses, nous pensons que ça ne va pas être possible pour nous. Parce que vous admettez qu'il y a les infirmiers, les sages-femmes qui vont sortir cette année et les jours à venir, ils vont maintenant exiger que ce sont ces personnes qu'ils vont recruter. Et nous, on ne va plus nous recruter. Donc ça veut dire dans les privés aussi, ils vont vouloir recruter ceux qui seront nouvellement sortis et nous, on va nous délaisser. Donc du coup, nous, on se retrouve rejetés, nous, on se retrouve exclus
et on n'a pas d'espoir. Est-ce que la différence se situe au niveau des diplômes de base avec lesquels vous êtes parti pour la formation? Peut-être parce qu'ils ont voulu élever en termes le niveau en termes de diplôme. Mais bon, élever le niveau en termes de diplôme, mais il faut prévoir une mesure transitoire pour ceux qui sont déjà diplômés. Justement, est-ce qu'après, avec ce décret, est-ce qu'il y a une précision ou un délai? Est-ce qu'on vous a donné un délai pour peut-être dire d'ici à 5 ans, si vous n'avez pas le concours d'intégration, vous n'allez plus pouvoir passer? Est-ce qu'il y a eu ça? Non, il n'y a pas eu une période transitoire. Si on nous avait donné une période transitoire, là, ça nous soulageait même. Mais, franchement, il n'y a pas eu une mesure transitoire. C'est ce qui vraiment nous met mal à l'aise. On aurait pu être prévenu. Voilà, à telle période, on ne va plus parler du diplôme infirmier d'État ou bien des sages-femmes d'État ou encore d'agents itinérants de santé. Là, on se prépare conséquemment, on se prépare et à cette période, on sait vraiment, voilà, on n'a plus le choix. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, le décret est tombé comme ça et franchement, ça nous met mal à l'aise. Et vous vous êtes organisé en comité aujourd'hui pour mutualiser vos forces et défendre votre position. On parle de combien d'agents? Nous sommes organisés en comité pour défendre vraiment notre cause. Mais en termes d'agents, on peut estimer à plus de 15 000 agents qui sont diplômés et puis qui n'ont pas accès à prendre part au concours. Pour aller plus en détail, au niveau des UDE, on estime à plus de 6111 UDE, infirmiers diplômés d'État, et les sages-femmes et maïticiens d'État à 2243. Et les AIS, eux, ils sont estimés à 6700 AIS, et les garçons de filles de salle à 816. Tous ces cumuls-là qui sont là, sans espoir. Alors, vous êtes formé à titre privé. Est-ce que quelque part, le gouvernement ou la fonction publique est dans l'obligation de vous recruter, de vous trouver du travail? Et sur ce point, je répondrai par oui et je répondrai également par non. Parce que nous sommes tous d'accord qu'il y a le besoin réel qui est là sur le terrain. Alors, la population souffre dans certaines localités. Nous avons fait les zones rurales pendant nos périodes de stage et nous avons vu vraiment qu'il y a un besoin pressant qui est là. Voilà. Nous avons vu des terrains ou encore des centres de santé et de promotion sociale dans lesquels, si le major ou bien la sage-femme part en congé, le service peut rester sans fonctionner. Si toutefois il n'y a pas de volontaire. Ouais. Donc nous pensons qu'il y a un manque quelque part. Il y a un manque à gagner. Un manque crucial. Nous pensons que si toutefois l'État fait l'état des lieux, voir est-ce que c'est combien de personnes nous avons besoin. Si le besoin revient dire qu'on a besoin de 16 000, par exemple de 16 000 personnes, donc nous disons que c'est une obligation de l'État de pouvoir nous recruter tous. Parce qu'à présent, nous sommes estimés à plus de 15 000, peut-être même voire moins de 16 000. Donc si le besoin est de 16 000, donc c'est une obligation pour l'État de nous recruter tous sans exception. Par contre, si c'est seulement 15 000 ou bien 14 000, là l'État n'est pas obligé de nous recruter tous. Parce que c'est une obligation pour l'État de venir à ce que la population puisse avoir accès à la santé de qualité. Nous sommes des agents formés. Nous avons le diplôme, nous avons la compétence. Nous sommes déterminés à travailler. On ne comprend pas pourquoi nous recruter tous. Si toutefois le besoin sur le terrain dépasse largement les professionnels qui sont déjà formés à titre privé. Alors, M. Rwamba, pour ajouter? Ok, je dirais que là-dessus, c'est par son aval, même je parle de l'État, et nous on s'est formé. Voilà, donc, parce qu'avant, ça se faisait. Il faut rappeler qu'avant, notamment donc, ce décret, il y avait des gens qui pouvaient aller s'inscrire à titre privé dans les écoles de formation de santé reconnues. Et puis, bien sûr, si vous sortez après avec vos diplômes, vous pouvez tenter chaque année des concours d'intégration. Je vous laisse poursuivre. Ok. Sinon, il n'était pas dans l'obligation de l'État de nous recruter tous. Mais ça relève de son capacité à résoudre le problème de l'employabilité des jeunes. Voilà. Et puis nous sommes déjà là diplômés. Et c'est des écoles que vous avez payées quand même cher pour vous former. La formation, c'est à des coûts de millions, à des coûts de millions sans compter les accessoires. Voilà.
qui accompagnent même le carburant. Il y a des parents qui ont pris des prêts signés, voilà, pour payer. Et puis du coup, bon, on nous dit comme ça du jour au lendemain que on n'a plus besoin de vous. Donc on aurait dû prévoir une période transitoire, nous informer, voilà, pour qu'on puisse se préparer à l'avance, au lieu de venir parachuter comme ça. Bon, c'est pas du tout intéressant. Monsieur Kaboré, vous avez organisé une conférence de presse, c'était dans le mois de novembre, pour expliquer la situation. Mais est-ce qu'à côté de cette conférence de presse, vous avez entrepris des rencontres, notamment avec le ministère de la Santé? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, et il faut dire que depuis le 1er novembre même, nous avons entrepris des démarches pour rencontrer des autorités et afin de nous faire entendre, afin que ces autorités puissent plaider à notre faveur. Nous, on n'espérait même pas organiser la conférence de presse parce qu'on se disait qu'on allait avoir gain de cause. Mais face à ce silence, c'est pourquoi nous avons organisé la conférence de presse. Alors, sinon, nous avons été bien sûr au niveau du ministère de la Santé. On a déposé une demande d'audience. On est repassé plusieurs fois, mais on nous a dit de rester à l'écoute. Même au niveau du ministère de la Fonction publique, on est passé, on a déposé une demande d'audience. On a voulu vraiment nous faire entendre, nous expliquer et montrer ce que nous avons besoin. Parce que nous estimons que nous sommes les fils de ce pays. Et je pense aussi que dans un pays où on dit qu'on va lutter contre le chômage, dans un pays qui aspire au développement, de telles initiatives, vraiment, ce n'est pas la bienvenue. Également, dans un pays où on parle de réconciliation nationale, il ne suffit pas de penser certaines plaies d'en créer d'autres. Parce que ça va encore amener des frustrations. Comme je l'ai dit, nous sommes déterminés. Nous avons la capacité, la compétence de travailler, de servir la population. Et moi, je pense franchement que l'État gagnerait même à nous recruter que encore de vouloir former d'autres personnes à coût de millions. On ne dit pas de ne pas former. Mais voyons voir quel est vraiment ce qui sera bénéfique à nous ainsi qu'à l'État, surtout pour la population. Voilà. Sinon, les démarches ont été apprises. Vous avez commencé les démarches. Le ministère de la Santé, pour le moment, qui reste muette, on vous dit de repasser depuis donc, votre dépôt de demande d'audience. Est-ce que, quelque part, les autorités, c'est vrai, le gouvernement, le ministère de la Santé ou de la fonction publique, il faut passer forcément par ces ministères-là pour peut-être trouver une solution. Mais est-ce que, quelque part aussi, vous avez rencontré d'autres personnes, d'autres couches sociales? Je vous remercie. Là-dessus, je dirais que pour ajouter à ce que lui a dit, on a entrepris des démarches auprès de l'ordre des infirmiers et des sages-femmes au Chincha. On a été déposer une demande d'intercession auprès du médiateur du FASO. On a déposé une demande à l'Assemblée nationale. Donc, toutes ces couches-là ont été touchées. Même sur le Morona, on a entrepris des démarches. Tout ça dans le cadre de plaider à notre cause. On sait qu'un décret, ça vient vraiment d'en haut. C'est vraiment le Conseil des ministres. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir gain de cause? Oui, nous pensons vraiment que nous aurons gain de cause. Et nous pensons également que le fait que les autorités sont restées silencieuses dans ces 2 jours, c'est suite vraiment à ces différentes préoccupations qui étaient dans ces 2 jours. Il y avait des marches qui étaient organisées. En tout cas, si ça y va de la stabilité du pays, nous pensons qu'ils étaient occupés par ça, raison pour laquelle le nôtre est resté sans suite. Mais nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir et nous plaidons toujours. C'est pourquoi nous demandons, nous nous mettons en genoux et nous nous adressons au gouvernement avec à sa tête le président du FASO, son Excellence, Monsieur le Président, de revoir notre situation. Nous plaidons vraiment. On va maintenant parler de vos doléances concrètement. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Ce que nous souhaitons à ce que l'État puisse continuer de nous recruter. Nous savons qu'il ne va pas continuer à nous recruter du moment où il y a les infirmiers qui vont sortir. Mais quand même qu'il nous donne une période transitoire d'au moins 5 ans ou encore plus. Également, nous souhaitons que l'État puisse reconnaître notre diplôme. Parce que nous savons dans l'avenir, si notre diplôme n'est pas reconnu, nous n'allons pas avoir accès non seulement à la fonction publique,
Également au niveau des privés, ils ne vont plus nous recruter. Et si toutefois le diplôme n'est pas reconnu, sachez qu'il serait difficile pour nous d'utiliser notre diplôme pour ouvrir un cabinet de soins. Si on n'a pas accès à l'État, dans les structures privées, on ne peut pas ouvrir aussi notre cabinet de soins. Qu'est-ce que nous allons devenir avec ce diplôme? Donc nous demandons également la reconnaissance de ce diplôme. Et au-delà de ça, parce qu'il faut noter que notre ordre, l'ordre des infirmiers, a eu à rencontrer le ministre de la Santé et il a soulevé la question. Sur la question, le ministre a été clair. Et pour ceux qui sont détenteurs du diplôme bac, qu'ils partent se former encore 9 mois. Et nous, on demande, si toutefois cette formation supplémentaire est exigée, que l'État ne tienne pas compte du bac ou bien du BPC, mais plutôt de tenir compte du diplôme qu'il nous a délivré en fin de formation, tel que le diplôme non infirmier d'État ou bien des sages-femmes d'État ou encore d'agents itinérants de santé. Sinon, ils vont exclure d'autres personnes de pouvoir être maintenant dans le nouveau système. Voilà en grosso modo nos doléances vis-à-vis de l'État. Monsieur Rwamba a quelque chose d'autre à ajouter concernant les doléances? Les doléances, il a tout dit. C'est prévoir une période transitoire d'au moins 5 ans pour nous. Voilà. Et puis, tenir compte de notre diplôme délivré par le ministère de la Santé et non pas de tenir compte du baccalauréat ou bien du BPC pour une formation supplémentaire. Alors, vous avez organisé une conférence de presse, entrepris des rencontres. Après, quelle sera la suite? Quelles sont peut-être les autres activités que vous avez prévues? Oui, nous allons continuer de plaider. Nous allons continuer les plaidoyers. Et nous allons passer par tous les moyens légaux, surtout reconnus par notre État, pour pouvoir nous faire entendre, pour pouvoir avoir gain de cause. Alors, tout ce que vraiment l'État et le gouvernement reconnaît ou encore les textes reconnaissent comme démarche à entreprendre, nous allons toujours suivre la règle pour pouvoir nous faire entendre et avoir gain de cause. Merci bien d'être passé. Notre temps d'entretien est terminé. On va vous permettre quand même à chacun un mot de fin. Aujourd'hui, quel est votre cri de cœur? Notre cri de cœur aujourd'hui, c'est notre plaidoyer pour que l'État, le gouvernement, statue vraiment sur notre sort. Parce qu'on est vraiment, ils ont mis des familles dans le désespoir. Voilà. Payer ton enfant pour une formation espérant qu'il ait accès à l'emploi. Et puis un jour comme ça, on vient voir que non, c'est pas du tout intéressant, que l'État vraiment puisse entendre nos doléances et prendre ça en compte. Monsieur Kabouré? Oui, madame. Et nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, de nous regarder. Et en nous regardant, qu'il voit derrière nous que se trouvent des vieilles personnes, des gens qui ont espoir en nous et qui espèrent vraiment se reposer et parce qu'ils espèrent que leur enfant aura un emploi. Il y a des gens qui ont peiné, surtout des vieilles femmes qui vont se lever très tôt le matin pour balayer les rues de Ouagadougou afin d'avoir l'argent de la scolarité de sa fille. Au village, des gens qui vont vendre des moutons et vendre même les récoltes pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants, tout en espérant un lendemain meilleur. Nous sommes les fils de ce pays. Ça nous fait mal souvent quand nous voyons que le pays ne va pas bien. Donc, nous, on demande et encore on demande pardon. Il n'a qu'à revoir le décret. Nous pensons que c'est un humain qui l'a fait et on peut encore revenir là-dessus sans problème. Et pour l'intérêt général de tous, qu'ils le fassent. Merci bien. Et puis, vous l'avez dit, vous allez utiliser, faire usage donc des moyens légaux pour vous faire entendre. Mais est-ce qu'après, si ça ne marche toujours pas, on pourrait vous voir dans la rue, notamment à travers des marches? Oui, si toutefois la marche, c'est l'un des moyens légaux ou encore l'un des moyens légaux pour se faire entendre, nous allons le faire. Et sachez que nous sommes organisés un peu partout, dans tous les chefs-lieux. Voilà. Donc là où il y a les écoles privées ou encore publiques de santé, il y a en tout cas nos comités qui y sont. Voilà. Si la marche vraiment l'État nous l'autorise, nous allons descendre dans tous les chefs-lieux, nous allons marcher pour se faire entendre.
Merci à vous d'être passé et puis nous espérons que vous allez trouver une solution bien avant. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions pour vous M. Mamadou Kaboré. Il est le chargé du plaidoyer du Comité national des agents de santé à titre privé. Également sur ce plateau, M. Eric Rwamba qui est chargé de la communication du même comité. Avec nos invités, nous avons parlé donc de leurs difficultés. Aujourd'hui, ils sont formés, mais ils n'ont pas, donc, non plus l'opportunité de faire le concours d'intégration pour justement intégrer la fonction publique, notamment dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, ils demandent une solution. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Et pour accompagner nos invités, nous allons marquer une petite pause. Encore notre vocation, qu'on donne la santé avec amour et compassion, qu'il y ait encore plus de moyens dans nos hôpitaux et que nos patients consultent un peu plus tôt. Nos cœurs ont parlé lors du serment d'Hippocrate, mais certaines situations rendent philosophes comme Socrate. 8 années passées à essuyer les bancs de l'université et au bout du compte sorti grand diplômé, avec beaucoup de rêves et de défis à relever, mais très vite rattrapé par la dure réalité d'une médecine en développement dans un pays sous-développé. Chaque jour on sera à l'hôpital, staff consultation et visite médicale, blouse enfilée, stéthoscope au cou. De toutes les maladies on rêve de venir à bout. Des pathologies aiguës ou pathologies chroniques, on est bien préparé, il n'y a pas de panique. Nous poursuivons avec cette émission et comme vous le savez, chaque mercredi, vous avez droit à votre chronique Questions de droit avec nos amis de Juristes sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Abdourahim Sawadgo, qui est membre de Juristes sans frontières. Nous le retrouvons juste après. Il est bien installé sur notre plateau. Bonjour maître et bienvenue. Bonjour Abzeta, merci. Alors ensemble, nous parlons aujourd'hui des voies de recours ordinaires, l'appel et l'opposition. Déjà pour commencer maître, dites-nous qu'est-ce qu'on appelle voie de recours? Alors, vous savez que dans le fonctionnement normal de l'institution judiciaire, il y a un certain nombre de droits qui ont été accordés et reconnus aux justiciables afin que la justice puisse fonctionner normalement. Parce que vous savez que si cette machine-là ne fonctionne pas, fonctionne dans le sens contraire qu'on a prévu, ça peut faire des ravages. Donc, on donne la possibilité à la personne qui n'a pas été satisfaite par une décision de pouvoir saisir d'autres juridictions, peut-être hiérarchiquement supérieures, ou bien sinon le même juge, pour que l'affaire soit rejugée de nouveau avec d'autres arguments. Donc, c'est tout simplement cela qu'on appelle les voies de recours. C'est la possibilité qui est offerte à un justiciable qui a perdu lors d'un procès de saisir la même juridiction ou une juridiction hiérarchiquement supérieure pour que son affaire soit connue de nouveau. Donc, c'est juste cela la définition des voies de recours. Des voies de recours. Voilà. Et quelles sont maintenant ces voies de recours ordinaires? Alors, l'article 501 du Code de procédure civile
nous dit que les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition. Et il y a d'autres voies de recours, notamment les voies de recours extraordinaires, que sont la tierce. Qu'est-ce que l'opposition? On va commencer par l'opposition. D'accord. L'opposition, c'est la possibilité c'est le recours qui est ouvert à la personne contre laquelle une décision a été rendue en son absence. Nous, on dit par défaut. Lorsqu'une décision par défaut a été rendue à votre rencontre, par exemple, vous avez la possibilité. Par défaut signifie que vous n'étiez pas présente lors de l'audience. Donc, le juge n'a pas pu vous entendre avant de rendre sa décision. Il a rendu sa décision sur la seule base des arguments d'une partie. Donc, en ce moment, c'est une décision qui a été rendue par défaut. Et la loi vous donne la possibilité de saisir le même juge pour qu'il statue à nouveau sur votre affaire. Comme pour dire que lorsque vous statuez avant, moi je n'étais pas là, alors je viens avec mes arguments maintenant, donc il sied que on statue sur l'affaire de nouveau. Ça, c'est l'opposition. Ça va? C'est différent, c'est très différent de l'appel. On va en venir à l'appel plus tard. Alors, on dit que l'opposition est formulée devant le tribunal qui a rendu la décision contre laquelle on s'oppose, bien évidemment, et en fonction des matières, tout dépend des matières, parce qu'il y a la matière civile, il y a la matière pénale, il y a la matière sociale, il y a aussi la matière correctionnelle. Voilà. Donc, tout dépend des matières, et c'est cette définition-là qu'on peut donner véritablement à l'opposition, tout simplement. Et qui peut faire opposition à une décision? La loi dit toute personne qui a intérêt, mais dans la pratique, il s'agit de la personne qui n'était pas présente, la personne contre qui la décision a été rendue et celle qui n'était pas présente donc à l'audience. Donc c'est celle-là qui a le droit de saisir le juge qui a rendu la décision, c'est-à-dire le tribunal, on va être plus clair, le tribunal qui a rendu la décision pour que l'affaire soit réjugée à nouveau. Réjugée à nouveau, ça veut dire que éventuellement, le tribunal peut soit confirmer la décision qui avait été rendue ou bien l'infirmer au regard et au vu des arguments de la partie qui a fait opposition. Mais est-ce qu'il y a un délai pour faire opposition? Bien évidemment, il y a un délai. En matière civile, en matière commerciale et en matière sociale, le délai de droit commun est de 15 jours pour faire opposition. Les 15 jours, puisque la décision a été rendue par défaut, ça veut dire que lorsqu'on rendait la décision, vous n'êtes même pas au courant de la décision qui a été rendue. Donc, ces 15 jours vont commencer à courir à compter du jour où l'autre partie va vous notifier la décision. À compter de cette notification, donc, vous avez 15 jours pour faire opposition. Passé ce délai, votre droit d'opposition s'éteint. Et il y aura une seule voie qui va s'offrir à vous, ce sera la voie de l'appel. Maintenant, en matière correctionnelle ou en matière pénale, tout simplement, le délai d'opposition est ramené à 10 jours. Le délai de droit commun est ramené à 10 jours. Donc, lorsque également une décision par défaut est rendue contre vous, ou par défaut lorsqu'on est en matière délictuelle, ou par contumace lorsqu'on est en matière criminelle, est rendue, vous avez 10 jours à compter de la date où vous avez eu connaissance, soit vous, soit vos avocats, eu connaissance en tout cas de la décision qui a été rendue contre vous pour faire opposition. D'accord. On va essayer de prendre un exemple pour peut-être voir un peu plus clair. On a par exemple le procès Thomas Sankara qui suit son cours actuellement et on sait qu'il y a des accusés dans l'affaire qui ne sont pas là, qui sont hors du pays comme Blaise Compaoré, et on a annoncé justement qu'on va quand même les juger par contumace. Est-ce que dans ce cas justement, si le jugement est fait et ensuite ils sont condamnés ils sont condamnés, est-ce qu'après ils ont justement la possibilité de, parce qu'ils ne sont pas là, de faire appel dans le délai dont vous parlez? Absolument. Cela, c'est un droit acquis. C'est un droit, surtout qu'on est en matière criminelle. La matière criminelle est une matière très grave. Donc, ils ont le droit plus tard de recourir à toutes les voies de recours qui s'offrent à eux. Donc, la voie de l'appel ou bien la voie même du pourvoi en cassation. Donc, ils ont le droit, notamment que la chambre, le tribunal militaire a été réformé et de sorte à permettre aux intéressés, parce que c'est des matières graves très souvent, de permettre à ceux contre qui une décision est rendue de pouvoir exercer les voies de recours et de pouvoir faire réformer, sinon annuler une décision. Maintenant, si la décision est prise et que le délai passe et que vous n'avez pas fait appel? Alors, si le délai passe, le tribunal est compétent pour apprécier. D'accord. Apprécier, cela veut dire quoi? Et puis, il faut savoir que les délais, les délais dépendent du domicile.
lorsqu'on réside sur le territoire national, le délai n'est pas pareil que lorsqu'on réside à l'extérieur du territoire national. Donc on suppose que par rapport à la signification ou à la notification de la décision qui a été rendue là, on peut prendre plus de temps pour signifier une décision à Mme Ouedraogo qui est au Burkina Faso qu'à M. Compaoré qui est hors du Burkina. Oui. Donc on tient compte des délais de route pour la signification et en fonction de ça, peut-être que les délais peuvent être fortement dépassés, mais le tribunal va apprécier et pourra décider éventuellement de retenir l'appel et de statuer en conséquence. D'accord, on a parlé de l'opposition, maintenant on va parler de l'appel, puisque vous avez parlé tantôt donc de deux voies de recours, notamment l'appel et l'opposition. Pour l'appel, qui peut faire appel lors d'une décision? Alors, d'ores et déjà, toute personne contre qui une décision a été rendue au premier degré peut faire appel. Toute personne. Ok. Voilà. Vous êtes, soit vous êtes défendeur ou bien demandeur à un procès. Une décision a été rendue, vous n'êtes pas satisfaite, vous avez la possibilité de faire appel, c'est-à-dire de soumettre votre dossier ou sinon votre cause à un tribunal ou à la cour d'appel dans ce cas-là, donc à des juges qui sont plus compétents, à des juges qui sont plus expérimentés, à des juges qui sont hiérarchiquement supérieurs à ceux du premier degré pour statuer à nouveau sur votre affaire en fait et en droit. Donc c'est ça la voie de l'appel. D'accord. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que la personne qui peut faire opposition peut également faire appel. Généralement, lorsqu'une décision est rendue par défaut, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas présente lorsqu'on rendait la décision, vous avez la possibilité de faire soit appel, soit opposition. Mais si vous faites opposition, vous avez toujours le droit de faire appel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelle est la différence justement entre l'appel et l'opposition? L'appel est formulé devant le juge, devant le tribunal qui a rendu la décision à laquelle vous vous opposez. Donc, vous demandez au tribunal de réjuger l'affaire parce que vous n'étiez pas là. Oui. On est d'accord? Le même tribunal qui a rendu la décision contre laquelle vous avez fait opposition, vous demandez à ce même tribunal-là de statuer à nouveau sur l'affaire en tenant compte de vos arguments, de votre part de vérité, si vous voulez. Okay. L'opposition et l'appel, par contre, est formulé devant la cour d'appel. La cour d'appel de Ouagadougou, par exemple, la cour d'appel de Bobo-Dioulasso ou la cour d'appel de Fadam-Gourma. Devant la cour d'appel, c'est une juridiction de second degré qui reçoit les appels formulés contre les décisions de premier degré. La décision peut être rendue par un tribunal de grande instance, ou par le tribunal de commerce, ou par le tribunal du travail, ou bien par tout autre tribunal dont l'appel peut être reçu devant la cour d'appel. Donc, foncièrement, la différence d'abord entre l'appel et l'opposition, c'est la saisine. Avec l'appel, on saisit la cour d'appel, mais avec l'opposition, on saisit simplement le tribunal qui avait rendu la décision contre laquelle vous vous opposez. Ok. Voilà. Et pour l'appel, est-ce qu'il y a un délai aussi à respecter? Exactement. Le délai de droit commun en matière, lorsqu'on veut interjeter appel, en matière civile, sociale ou commerciale, est de 2 mois. On est d'accord? Ok. Et lorsque on est en matière correctionnelle ou en matière pénale, le délai pour faire appel est de 15 jours. Lorsque la décision a été rendue, vous avez 15 jours pour dire que vous n'êtes pas d'accord contre tel aspect ou tel aspect de cette décision-là, ou bien tout simplement. Lorsque je parle de la matière pénale, c'est lorsque on vous a condamné à une peine d'emprisonnement, par exemple, ou à une peine d'amende, et que vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité dans les 15 jours qui suivent la décision, de faire appel devant la cour d'appel. Okay. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que en matière d'appel, lorsqu'on veut interjeter appel, en matière pénale, on a juste à venir devant le tribunal qui a rendu la décision pour interjeter appel. Il y a des facilités parce que généralement en matière correctionnelle, l'intéressé contre qui la décision a été rendue, soit il est domicilié dans le ressort du tribunal, ou bien il est détenu tout simplement à la maison d'arrêt. Et en ce moment, la loi vous donne la possibilité de simplement faire appel devant le greffe, au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Et ça peut être par une correspondance simple, ou bien vous vous présentez et puis vous faites appel. Pour l'appel en général, combien de fois on peut faire appel, par exemple? On fait appel une fois contre une décision. Okay. On fait appel une fois, et lorsque on fait appel,
on a la possibilité, lorsqu'on n'est pas satisfait devant le juge d'appel, on a la possibilité de faire d'exercer une autre voie de recours qui va rentrer dans l'extraordinaire ou quoi? Dans l'extraordinaire, exactement. Donc, puisqu'on a un double degré de juridiction au Burkina Faso, il y a le premier degré de juridiction, que sont les TGI, les tribunaux de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal du travail. On a également le deuxième degré, le second degré de juridiction, que sont les cours d'appel. Et à ce jour, on a 3 cours d'appel au Burkina Faso. Il y a la cour d'appel de Ouagadougou, la cour d'appel de Bobo-Dioulasso et plus récemment la cour d'appel de Farangourma. Donc c'est devant ces cours d'appel-là qu'on peut valablement faire appel. Et en matière civile, en matière commerciale et en matière sociale, l'appel est plus simple. En matière sociale, c'est très simple parce que c'est devant le tribunal du travail que vous faites appel. Ça, c'est très simple. Maintenant, en matière commerciale et en matière civile, il faut recourir à un huissier qui va saisir la cour d'appel par assignation. Donc, l'huissier va vous donner la voie à suivre. Il suffit de le saisir et d'expliquer votre problème. Et l'huissier va savoir comment formuler l'acte d'appel et comment saisir le tribunal avec l'acte d'appel. Est-ce que si, par exemple, une décision est rendue, ensuite vous n'êtes pas satisfait de la décision, vous faites appel, est-ce qu'à l'issue de l'appel, vous pouvez aussi être peut-être désagréablement surpris ou perdre encore plus? Absolument. Tout peut se retourner contre vous. C'est le mot, voilà, c'est l'expression. Voilà, ça peut se retourner contre vous. On vous a condamné peut-être à payer à l'autre partie la somme de 10 millions. Vous arrivez en appel. Peut-être que le tribunal qui avait rendu la décision avait minoré les faits. En ce moment, lorsque vous présentez les faits à nouveau devant la cour d'appel, la cour d'appel peut estimer que le juge du premier degré a été très clément et donc va aggraver votre peine. De 10 millions, on peut aller à 15 millions, sinon à 20 millions. Et en ce moment, vous n'êtes toujours pas satisfait, c'est évident, et vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Et lorsque vous arrivez devant la cour de cassation est un juge de droit. Le juge de la cour de cassation va juste vérifier si la loi a été respectée. Si c'est le cas, elle va confirmer la décision. Si ce n'est pas le cas, la cour de cassation va simplement annuler la décision et vous renvoyer devant une cour d'appel qui va statuer de nouveau en fait et en droit. Bon. Ça me rappelle les professeurs qui ont l'habitude de dire, si vous trouvez que la copie n'a pas été très bien corrigée, vous risquez de perdre des points si vous me ramenez ces copies. Exactement. Ça peut être ambigu, ça peut paraître ambigu pour les téléspectateurs parce que c'est de la pure procédure judiciaire. Donc ça peut être les avocats et les autres procéduriers comme les greffiers et les huissiers sont très à l'aise en matière de procédure. Maintenant, pour les justiciables, c'est pas évident, mais il est déjà bien qu'ils sachent que lorsqu'une décision est rendue contre eux, lorsqu'ils n'étaient pas présents pour défendre leur cause, il y a la voie de l'opposition qui s'offre à eux dans un délai de 15 ou de 10 jours selon la matière. Ou bien il y a la possibilité de faire appel de cette décision qui a été rendue et que vous n'êtes pas satisfait, contre laquelle vous n'êtes pas en phase. Donc vous avez la possibilité également de saisir, outre l'opposition, de saisir la cour d'appel pour encore statuer en fait et en droit sur votre cause. D'accord. Voilà. Merci à vous, maître, d'être passé et puis d'avoir développé ce thème pour nous. Et voilà, on se retrouve très prochainement. Ok, merci. Nous parlions des voies de recours ordinaires, notamment l'appel et l'opposition, avec maître Abdourahim Massawadogo, membre de Juristes sans frontières et greffier en chef de profession. C'est ici qu'on s'arrête pour Questions de droit de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons ceci. L'instant, c'était Fouch Alpha en featuring avec Malika Laslamazone qui nous chantait Pokoiraogo, qui nous chantait l'amour, tout simplement. Et pour ce mois de décembre, nous vous souhaitons de passer un mois d'amour. C'est un mois de fête, c'est un mois aussi de mariage. On le sait très bien que décembre au Burkina Faso, c'était vraiment le mois des mariages. Donc, on souhaite encore de passer un excellent mois de décembre et heureux ménage à tous ceux qui vont se passer les bagues aux doigts en ce mois de décembre. Pour ceux ou celles qui souhaitent encore trouver l'âme sœur et qui désirent encore se marier, que Dieu vous accorde cette grâce tout simplement. Alors à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est ici qu'on va se dire au revoir pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité et rendez-vous demain avec une meilleure voix, j'espère bien. Portez-vous bien et puis voilà, à demain. Kiss.